Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cours sur les variables aléatoires réelles à densité. Lors de la dernière séance, on avait introduit les lois exponentielles. Eh bien, on va terminer aujourd'hui avec le dernier type de loi à mettre dans notre catalogue de lois usuelles de première année, les lois normales, aussi appelées lois de Laplace-Gauss. On commence avec, comme d'habitude, une loi particulière, la loi normale centrée réduite, et puis par transformation affine, on en déduira toutes les autres. Alors tout ça est basé sur une intégrale, l'intégrale de Gauss. Cette loi, elle joue un rôle central en probabilité. C'est le cas de le dire, il y a un théorème qui s'appelle le théorème centrale-limite, qui vous explique en un certain sens que quand vous sommez des variables aléatoires de n'importe quel type, vous les sommez, ou alors vous faites des moyennes, et vous faites un peu, on va dire, des changements d'échelle, vous regardez ça d'un certain œil assez précis, et bien ça finit toujours par ressembler à cette loi. Donc c'est vraiment une loi extrêmement centrale, cette courbe de Gauss d'ailleurs, qu'on va tracer tout à l'heure, vous l'avez déjà vue de nombreuses fois, j'en suis sûr. Alors on commence par justement l'intégrale de Gauss. C'est cette intégrale-ci, bien sûr, impropre en moins l'infini, en plus l'infini. Elle est convergente. On peut s'en douter, exponentielle de moins x carré sur 2, dans l'exponentielle, il y a quelque chose de très négatif, et donc cette exponentielle est minuscule, il n'y aura aucun problème de convergence. Et de plus, cette intégrale, par parité, fait 2 fois celle-ci, et ça nous donne racine de 2π. Fait important, si vous intégrez seulement de moins 1,96 à 1,96, vous obtenez déjà, et vous divisez par l'intégrale, vous obtenez 0,95. Si vous intégrez de moins l'infini à plus l'infini et que vous divisez par l'intégrale, vous devez obtenir 1, bien sûr. Donc là, si vous obtenez 0,95, ça veut dire qu'en fait, 95% de l'intégrale se situe seulement dans l'intervalle moins 1,96, 1,96. Ce qui réexplique à quel point cette fonction décroît vite quand x devient grand, tend vite vers 0. On y reviendra tout à l'heure. Démonstration. Comme d'habitude, on commence par analyser la fonction intégrée. Elle est continue, positive sur R. Ça, j'ai oublié de l'écrire dans le poly, mais l'intégrale est bien sûr impropre en moins l'infini en plus l'infini, et donc on coupe quelque part au milieu, disons en 0. Je vais faire une comparaison avec exponentielle moins x. Alors exponentielle x fois mon exponentielle de moins x carré sur 2, bien sûr tend vers 0, puisque l'argument de l'exponentielle, cette chose que j'encadre, tend vers moins l'infini. Elle est équivalente à moins x carré sur 2. Moralité, notre intégrande, notre fonction intégrée, est négligeable devant exponentielle moins x. Or, de 0 à plus l'infini, l'intégrale d'exponentielle moins x converge, c'est notre fameuse loi exponentielle. Par comparaison, cette intégrale-ci converge, et puis par parité, le tout converge, et voilà. Pour la valeur, c'est beaucoup moins facile, donc on l'admet, mais cela dit, votre problème 1 dans le DS5 que vous venez de passer consistait précisément à calculer cette intégrale-là, qui devait faire racine de pi sur 2, donc quand vous multipliez par 2, vous avez bien racine de pi. Donc n'hésitez pas à aller refaire ce problème du DS. Par ailleurs, j'ai mis le corrigé en ligne, donc allez le voir. Comme d'habitude, je vous invite à étudier attentivement les corrigés de devoirs. Et bien à partir de cette intégrale de Gauss, fabriquons la loi de Gauss, la loi normale centrée réduite. Donc on dit que x suit la loi normale centrée réduite, ce qu'on note, x suit la loi n01, si une densité de x peut être donnée par cette fonction. Comme d'habitude, il y a 3 points à vérifier pour que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Est-ce que c'est positif? Oui. Continu, sauf en un nombre fini de points, aucun problème, c'est continu sur R, fonction usuelle. Est-ce que l'intégrale fait 1? Bah oui, je viens de diviser cette fonction par son intégrale, donc l'intégrale fait 1, par linéarité. Alors on va tracer le graphe. Comme il n'est pas facile à faire sur une tablette, j'ai préparé déjà une partie, je vous laisse la reprendre. Donc c'est quelque chose qui tend très vite vers 0. Et puis, quand on dérive, ce moins x carré vous fait sortir un moins x.
Ce moins x carré sur 2, pardon, vous fait sortir un moins x. Donc en 0, la dérivée s'annule, ce qui veut dire qu'ici, si je zoome, je vais le faire, vous obtenez bien sûr une tangente horizontale ici. Par ici. Hein. Alors, par ailleurs, cette fonction est clairement paire. Donc symétrisons ce graphe. La fonction est paire. Alors je vais tirer profit du fait que je sois sur un ordinateur. Je vais pouvoir copier-coller la moitié de graphe. Ah, il a tout copié, c'est pas ce que je voulais. Je vais pouvoir copier-coller ce morceau. Je vais le superposer. Et puis, je vais le symétriser. Hop, et voilà le graphe d'une fonction paire qui décroît extrêmement vite. Alors ça c'est important, notons graphiquement ce qu'on avait remarqué ici, que l'intégrale, donc ça c'est précisément l'intégrale de notre fonction qu'on vient de dessiner. Hein. Si vous l'intégrez seulement de moins 1,96 à 1,96, vous avez 0,95 au lieu de 1. Autrement dit, 95% de l'air sous cette courbe se situe entre 1,96 et moins 1,96. Donc admettons que ce soit à peu près ici. 1,96 moins 1,96. Et on va dire 95% de l'air se situe là-dedans. « 95% de l'air sous la courbe est entre x égale moins 1,96 et x égale 1,96. Alors tout ça est à 10 puissance moins 5 près, mais ce qui est largement suffisant. Pourquoi ce fait nous intéresse? Eh bien c'est parce que en seconde année, vous allez beaucoup utiliser cette approximation pour faire des intervalles de confiance. Alors, vous allez affirmer un résultat en disant, en donnant une certaine valeur de confiance, et vous allez dire telle valeur se situe dans tel intervalle avec 95% de chance. Donc en se basant justement à chaque fois sur cette approximation. Continuons notre analyse. Eh bien, fonction de répartition, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Prenons x qui suit la loi n01, je regarde sa fonction de répartition que j'appelle grand phi. Alors, petite pause, je vous ai dit il y a déjà un certain temps qu'on ne pouvait pas exprimer de primitive de cette fonction qui a t associé exponentielle moins t carré sur 2, autrement dit, on ne peut pas primitiver notre densité à l'aide de fonctions usuelles. C'est pour ça que j'écris la fonction de répartition comme ça, on ne pourra pas faire mieux. L'intégrale de moins l'infini à x, c'est tout. Voilà la fonction de répartition. Alors on n'a pas d'expression à l'aide de fonctions usuelles, mais on peut quand même dire plein de choses. Phi de 0 égale 1,5 déjà, mais ça c'est évident, la moitié de l'air se situe dans les négatifs, la moitié dans les positifs. Toute fonction de densité paire fera que la fonction de répartition vaudra 1,5 en 0. Une autre propriété de symétrie, qui nous sera utile, et puis on en déduit ce que je viens de dire. Comme la fonction de répartition vaut 1,5 en 0, et bien la proba d'être négatif et la proba d'être positif sont toutes les deux identiques et égales à 1,5 pour une variable normale centrée réduite. Et enfin, bien sûr, si vous voulez la probabilité que votre variable normale centrée réduite soit entre moins x et x, vous intégrez votre densité de moins x à x. Encore une fois, il n'y a pas de formule, mais en utilisant cette formule de symétrie, vous tombez sur 2 fois phi de x moins 1. Comment avoir les valeurs après? Eh bien, vous avez des tables de valeurs de phi qui sont classiques et trouvables un peu partout, ou bien sûr, plus moderne, vous utilisez Scilab, une calculatrice, cette fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, encore une fois, n'est pas explicitée avec des fonctions usuelles, mais on sait l'approcher aussi bien qu'on veut. Remarque d'ailleurs, quand vous allez de moins 1,96 à 1,96 et que ça vous donne 0,95
à 10-5 près, pour l'intégrale, ça se traduit par le fait que grand phi de 1,96, c'est 0,975 à 10 puissance moins 5 près. Hein, puisque ça c'est phi de x, phi de 1,96 plus phi de, pardon, moins phi de moins 1,96. Hein, donc vous utilisez cette chose-là, cette dernière égalité. Vous remplacez x par 1,96 et vous obtenez ça. Alors on va essayer de tracer son graphe en prenant soin de représenter tout ce qu'on vient de voir au niveau des symétries et en tenant compte du fait qu'on intègre cette fonction-là, la densité, de moins l'infini à x. Ok, alors, plaçons nos axes. Une fonction de répartition, on sait que ça croît de 0 à 1, donc déjà on ne va rien représenter dans les négatifs, ce serait une perte d'espace. Et on va placer nos axes. On centre bien tout ça parce que c'est intéressant d'aller vraiment de moins l'infini à plus l'infini. Et c'est parti, alors. Je regarde ma fonction là. Ah, je viens de changer sa couleur, c'est pas grave. Je regarde ma densité et je dois l'intégrer de moins l'infini à x. Alors vous voyez bien qu'au début, comme cette courbe exponentielle là, de Gauss en exponentielle moins x carré sur 2 décroît très vite quand x tend vers moins l'infini, et bien quand je commence à intégrer de moins l'infini à x, ici, j'ai très peu d'air. Très peu d'air. Donc ma fonction de répartition va démarrer elle aussi très lentement. Mais au bout d'un moment, quand même, ça va finir par aller vite. Hein. Ne serait-ce que, on l'a dit, quand j'intègre de là à là, j'ai 95% de l'air où tout se situe ici. Donc dans cette zone, ça va monter rapidement. Je dois arriver, alors je l'ai dit, en 0 avec la valeur 1,5 évidemment, puisque j'ai la moitié de l'air ici. Mettre tout ça proprement sur ce graphe, avec quelque chose qui démarre lentement, puis qui finalement croît assez vite, jusque 1,5 en 0. Hop, un peu plus lentement, et puis qui arrive ici en 1,5. Ok, alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On va pas s'embêter. On va analyser cette relation. On va surtout analyser le fait aussi, sur cette figure, que une fois que je suis là, je sais vraiment ce qui se passe en fait. Hein. Cette courbe-là est symétrique. Donc en fait, tout ce que je viens de rajouter par exemple d'ici à ici, eh ben, je vais le rajouter, mais un peu comme si je remontais le temps, de là à là-bas. Il se passe la même chose dans le sens inverse du temps. Ça veut dire quoi en fait? Donc tout ça se traduit par cette relation phi de x plus phi de moins x égale 1. Autrement dit, alors ne le recopiez pas, je l'écris au brouillon, phi de moins x, c'est 1 moins phi de grand x. S'il n'y avait pas le 1 là, on aurait une fonction impaire. Hein, donc, partons d'une fonction, imaginons, traçons ça comme si c'était une fonction impaire, et puis rajoutons 1 après. C'est ça qui va se passer. Donc, je crée ça au début comme si c'était une fonction impaire, c'est-à-dire que je vais symétriser, je vais copier ce morceau, et je vais le symétriser. Il faut que je fasse une symétrie centrale. Comment je vais faire une symétrie centrale? Alors, c'est pas ce que je voulais. On va prendre ce petit bout, on le met là. Symétrie centrale, il va falloir que je symétrise donc par rapport à l'horizontale. Je le place là. Mais aussi par rapport à la verticale. Bon, tout ça pour juste faire une fonction impaire. Bien sûr, si je m'arrête là, j'ai le graphe d'une fonction impaire. Mais c'est pas une fonction impaire. Hein, c'est ça, plus 1. Donc je rajoute 1. Là, elle démarre à moins 1,5, donc je la fais remonter jusqu'à 1,5. Et voilà ma fonction de répartition. Hein, donc il y a une symétrie par rapport à cette droite en pointillé. Enfin, pardon, une symétrie centrale par rapport à un centre décalé, si vous voulez, ce centre qui serait
le centre d'abscisse 0, ordonnée 1,5. Et puis bien sûr, ça tend vers 1 comme toute fonction de répartition du coup. Voilà pour notre fonction de répartition de la loi normale, qu'on appelle grand phi. C'est normale centrée réduite. Proposition, l'espérance de cette loi. Si x suit la loi normale centrée réduite, alors elle admet une espérance qui est nulle. Bon, ça va être le cas de toute fonction qui admet une espérance et dont la densité est paire. Ça va toujours être le cas. Je vous laisse vérifier pourquoi. Écrivez, calculez, donc suivez mes indications. Étudiez l'intégrale qui se cache derrière l'espérance sur 0 plus l'infini, vous montrez qu'elle converge. Ensuite, par imparité de la fonction intégrée dans l'espérance, vous allez avoir la même chose sur moins l'infini 0, et quand vous sommez, ça vous fait 0. On verra ça ensemble lors de la séance live. Alors voilà tout ce qu'il faut savoir sur la loi normale centrée réduite. Comme d'habitude, on va en profiter pour partir de cette loi, faire des changements affines et obtenir d'autres lois. C'est ce qu'on appelle la loi normale, en règle générale, la loi normale de paramètres mu réels et sigma carré strictement positif. Donc on dit qu'une variable x suit cette loi si une densité de x peut être donnée par cette formule que je vous invite à retenir par cœur. Alors d'où ça vient? Regardez, on a divisé finalement par sigma, et puis dans le x de l'exponentielle, il s'est passé un truc un peu étrange, on a soustrait mu, et on a divisé par sigma. En fait, ça a l'air tout à fait de provenir d'un changement affine, et c'est le cas. Donc, formule à connaître par cœur parce que vous allez l'utiliser énormément, surtout en seconde année, mais elle vient pas de nulle part. Encore une fois, ces choses peuvent se retrouver quand on réfléchit au sens. D'où vient cette chose? Eh bien, tout simplement du résultat suivant. Vous pouvez passer d'une loi normale de paramètres mu sigma carré à une loi normale centrée réduite par ce changement infini. Preuve de ça, je ne l'ai même pas écrite, mais c'est exactement la proposition 4. Preuve, c'est la proposition 4 du changement affine appliqué à une densité. Donc vous prenez mu réel, sigma non nul, on va le prendre positif, bien sûr, c'est sous-entendu sigma que c'est l'écart type. Comment vous passez de la loi normale de paramètres mu et sigma carré à la loi normale centrée réduite? Eh bien en soustrayant mu et en divisant le tout par sigma. Alors ce que je vous explique dans la remarque 16, c'est que c'est facile à retenir aussi ce changement, parce qu'en fait, on ne le sait pas encore, mais on va l'apprendre. Mu, c'est l'espérance de y. Donc vous lui enlevez son espérance. Et puis sigma, ça va être son écart type. Donc vous soustrayez l'espérance, vous divisez par l'écart type, autrement dit, vous centrez, puis vous réduisez. D'où le nom loi normale centrée réduite. Voilà une loi normale quelconque, et voilà ce qui se passe quand on la centre et qu'on la réduit. J'aimerais juste vous remontrer la proposition 4, pour vous expliquer d'où vient cette densité. Donc, on part de notre densité normale centrée réduite, et on regarde ce qui se passe, proposition 4, dont on applique un changement de variable affine. Le voilà. Donc vous appliquez cette formule. Je vous laisse le vérifier. J'ai mis preuve proposition 4. Passer de z à y, ou de y à z, en écrivant la bonne formule affine avec le bon coef non nul. Vous appliquez cette formule sur tout simplement 1 sur racine de 2pi fois exponentielle moins x carré sur 2, et puis je vous garantis que vous obtiendrez cette nouvelle formule à retenir, ici. Donc, exercice l'appliquer. On termine avec l'espérance, pas de variance parce que ce sera pour la seconde année, mais expliquons ce que je viens de dire. L'espérance de y c'est mu, donc cette partie-là sert à centrer. Soit mu réel, sigma strictement positif, x qui suit la loi normale de paramètres mu sigma carré, et bien alors elle admet une espérance égale à mu.
Tout simplement, on applique une transformation affine. Donc si on pose z égale x moins mu sur sigma, on sait que z suit la loi normale centrée réduite, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce que vous allez vérifier en exercice. En tant que telle, elle admet une espérance qui est 0. Et bien x, c'est sigma fois z plus mu, par transformation affine. X admet une espérance qui est sigma fois e de z plus mu, c'est-à-dire mu. Ok. Alors exercice maintenant. Soit mu réel, sigma positif, x qui suit la loi normale de paramètre mu sigma carré. J'aimerais qu'on refasse un peu ce qu'on a fait avant sur la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, sauf que là, elle n'est plus normale centrée réduite, elle est juste normale tout court. Elle a mu pour espérance et, spoiler, sigma pour écart type. J'aimerais qu'on l'exprime, cette nouvelle fonction de répartition, en fonction de l'ancienne. On l'a fait déjà dans des exercices, donc vous allez refaire un peu ce qui a été fait. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, moi je sais que ma loi normale centrée réduite a 95% de chances de se situer entre moins 1,96 et 1,96. Comment ça se traduit dans la loi normale de paramètre mu sigma carré, ça? Que devient cet intervalle? Alors on peut faire quelques conjectures. Là c'est la loi normale centrée réduite, la densité de la loi normale centrée réduite, elle est paire, cette fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale 0. Donc l'intervalle qui contient 95%, l'intervalle intéressant qui contient 95% de la probabilité, on a tout intérêt à le centrer en 0. Et si on fait ça, bah c'est moins 1,96, 1,96. La moyenne de la loi normale de paramètre mu sigma carré, c'est bien sûr mu, l'espérance c'est mu. Donc on a tout intérêt à centrer notre nouvel intervalle en mu. Si vous prenez une loi normale de paramètre 12 sigma carré, on aimerait dire, ah bah les valeurs ont 95% de chance de se situer entre 12 moins quelque chose et 12 plus quelque chose. Puisque le résultat moyen c'est 12, c'est tout à fait intéressant de centrer ça en 12. Donc c'est ce que je vous demande de faire. Déterminer un intervalle centré autour de mu, la moyenne, dans lequel x a environ 95% de chance de tomber. Donc tout ça, c'est qu'un exercice de transformation affine. Je vous laisse poser les inégalités en question, essayer de les résoudre, et puis on corrigera ça dans la séance en live. Voilà pour ce chapitre, merci, et puis à bientôt.